بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors ce cours-là est destiné aux étudiants de l'école normale supérieure d'Oran. Donc ce cours-là est intitulé de la mécanique quantique approfondie, qui résume un rappel des concepts fondamentaux présentés par M. Yahyaoui Ihab-Eddin. Alors le plan de ce cours-là, on va commencer par une petite introduction de la mécanique quantique. Après, on va discuter la théorie corpusculaire de la lumière. Et ensuite, on va entamer la dualité corpusculaire ondulatoire. Et on va terminer par le principe d'incertitude de Heisenberg. Donc à l'introduction de la mécanique quantique, il existe certains phénomènes étranges dans la nature, surtout à l'échelle microscopique, où la physique classique a échoué à l'expliquer comme l'interaction réellement matière. Donc il y a certains phénomènes, parmi c'est l'interaction entre la lumière et la matière. Donc l'explication de cet échange d'énergie, la mécanique classique n'a pas pu donner des arguments ou bien des explications de ce phénomène-là. Donc pour résoudre ce problème, il faut faire appel à la théorie quanta, qui est un outil fondamental induit à la naissance de la physique quantique, ou bien la mécanique quantique. Donc à la fin du 19e siècle, les physiciens s'intéressent à l'échange rayonnement lumineux avec la matière. En 1900, le physicien Max Planck pensa que l'énergie des radiations pouvait être émise que de manière discontinue par un électron vibrant en explicitant l'émission du corps noir. Donc en 1900, le physicien Max Planck a expliqué ou bien a postulé que la radiation lumineuse peut être émise d'une manière discontinue par un électron bien sûr qui vibre, et qui a expliqué l'émission du corps noir. Qu'est-ce que ça veut dire un corps noir? Un corps noir, c'est tout un corps idéal, parfait. Bien sûr, il n'existe pas un échantillon parfait dans la nature, mais c'est une référence de tous les physiciens qui cherchent à comprendre ce phénomène interaction lumière-matière. Donc le corps noir, c'est un corps idéal qui absorbe toutes les radiations et qui émet toutes les radiations. Donc le corps noir est un objet idéal qui absorbe et émet parfaitement toutes les énergies électromagnétiques. Donc quand on dit lumière ou bien radiation, on dit en même temps l'énergie électromagnétique. Donc Max Planck a postulé que l'énergie d'échange entre l'interaction rayonnement-matière est quantifiée par quanta, N-H nu, où le H c'est la constante de Planck qui vaut à 6,62 10 puissance moins 34 joules par seconde, et nu c'est la fréquence du photon, et n c'est un nombre entier. Donc l'énergie, ça peut être l'énergie d'échange, ça peut être exprimé par NH nu. On ne peut pas trouver par exemple un demi H nu ou bien 1,5 H nu, mais c'est quantifié par des paquets d'énergie, toujours un entier, c'est-à-dire H nu ou bien 2 H nu, 3 H nu, ainsi de suite. Donc à la droite, voici le schéma qui représente les radiations de différents photons en différentes températures. Donc la courbe noire représente la théorie de la physique classique qui trouve que le rayonnement tend toujours vers l'infini. Et c'est inexplicable pour la mécanique classique. La radiation toujours tend vers l'infini. Mais par contre, après que Planck a postulé sa constante,
on trouve que les radiations c'est-à-dire les radiations qui sont dans le côté infrarouge, inférieur du visible, et qui peut se diverger dans un seuil, là où on trouve que la divergence des courbes tend vers le zéro dans le côté ultraviolet, passant bien sûr par la gamme du visible, la gamme de longueur d'onde visible bien sûr. Donc on a différentes couleurs, donc différentes longueurs d'onde, différentes fréquences. Dépend la température d'excitation qui va générer cette luminescence. Donc, d'après la constante de Planck, on a eu cette divergence. Donc, la théorie corpusculaire de la lumière. En optique, la théorie corpusculaire de la lumière a servi à expliquer le comportement de la lumière comme une onde électromagnétique à partir d'un flux de petites particules. Donc, en optique, la théorie corpusculaire démontre que la lumière, elle possède un comportement des ondes électromagnétiques décrits par les équations de Maxwell. Donc cette théorie a été introduite en 1905 par Einstein en utilisant l'effet photoélectrique, qui stipule que le rayonnement se compose de corpuscules, des grains de matière, appelés des photons. C'est-à-dire la lumière, comme étant possède des grains de matière appelés des photons. Donc voici le schéma montrant l'émission des électrons depuis une plaque métallique. L'émission de chaque électron qui se illustre dans la figure ci-contre par le rouge requiert une quantité minimale d'énergie laquelle est portée par un photon, les ondes bleues. Donc l'expérience de l'effet photoélectrique d'Einstein a exposé une plaque métallique à des rayonnements. Donc ce rayonnement-là, il peut c'est-à-dire arracher un électron de la première plaque et le déplacer vers la deuxième plaque dans une cavité vide. Donc ce rayonnement-là, il peut faire ce phénomène si il obtient une fréquence de seuil, c'est-à-dire une certaine fréquence de lumière qui peut faire ce phénomène-là, et pas toutes les radiations, bien sûr. Donc il faut atteindre un certain niveau de fréquence seuil pour arracher l'électron et le déplacer. Parmi les propriétés de photon, donc le photon, son symbole est gamma. Donc le photon est un quantum d'énergie qui possède une énergie propre E gamma, ou corpuscule associé aux ondes électromagnétiques liées à sa fréquence nue. C'est-à-dire le photon possède une certaine énergie propre et c'est un corpuscule associé à une onde électromagnétique, bien sûr liée à sa fréquence nue, qui ne possède pas de masse. Donc le photon n'a pas de masse ni de charge et qui a une vitesse de la lumière dans le vide. Donc l'expression mathématique de photon, donc l'énergie de photon est égale h nu. Donc h c'est la constante de Planck fois nu c'est la fréquence. La fréquence de photon est égale aussi h, la constante de Planck, fois la vitesse de la lumière divisée sur la lambda. Là c'est la longueur d'onde. Donc la fréquence est égale à la vitesse de la lumière sur lambda, longueur d'onde. On peut écrire aussi le terme de l'énergie de photon par h bar fois oméga. Donc h bar, c'est la constante de Planck, h réduite. Qu'est-ce que ça veut dire, constante de Planck réduite? C'est la constante de Planck divisée sur 2pi, pour avoir h bar. Et oméga, c'est la fréquence fois, c'est-à-dire multiplié fois 2pi. Donc 2pi nu est égal à oméga. Et on peut avoir aussi l'énergie de photon grâce à son impulsion.
P multiplié fois la vitesse de la lumière. Donc P, on dit impulsion pour les photons qui ne possèdent pas de masse et la quantité de mouvement P pour les objets qui ont une masse. Donc ces termes-là, on a lambda et oméga sont la longueur d'onde et la pulsation respectivement. Pour son impulsion, P oméga, c'est-à-dire P de photon, est égal à la constante de Planck divisée sur la longueur d'onde, qui est égale aussi à h bar fois k. H bar, c'est la constante de Planck réduite fois k, qui est 2pi sur lambda. Et ce terme k est appelé le nombre d'ondes. Passons maintenant sur la dualité corpusculaire ondulatoire. Alors, en 1923, Louis de Broglie proposa pour les particules matérielles une onde associée. Pour les particules matérielles, une onde associée. Et ceci donne lieu à la dualité corpusculaire ondulatoire par la présence de la longueur d'onde, lambda, et la quantité de mouvement P. Alors, Louis de Broglie a proposé que les particules matérielles qui possèdent de masse l'ont associé une onde aussi. Et c'est-à-dire les matériaux, les particules matérielles jouent une dualité, c'est-à-dire ils ont un comportement des ondes et en même temps corpuscule. Donc lambda est égal constante de Planck sur P, c'est la quantité du mouvement, parce qu'on parle de masse matérielle, qui est égale aussi à h divisé sur la masse fois la vitesse. C'est la quantité du mouvement. Alors, ce postulat, par le terme onde de Broglie, c'est-à-dire lambda, dans cette expérience, dans cette relation, pardon, c'est l'onde de Broglie. Précipiter la naissance de la nouvelle mécanique, c'est la mécanique quantique. Donc, Louis de Broglie a postulé la corpuscule des photons. Et Planck et Einstein ont démontré l'onde électromagnétique. Donc l'association donne la dualité corpusculaire ondulatoire des électrons, des particules et des électrons. Donc à titre d'exemple, pour les particules corpusculaires ont une énergie propre et sans quantité de mouvement. Et il peut comporter comme des ondes lumineuses, c'est-à-dire il possède une fréquence et une longueur d'onde. Et bien sûr, le h bar carré, c'est la constante de Planck réduite, et oméga, c'est la fréquence fois 2pi, et le k, c'est 2pi sur lambda. Alors, la dualité corpusculaire ondulatoire est confirmée expérimentalement par l'effet photoélectrique et l'effet quanton pour l'aspect corpusculaire. Donc, cette dualité corpusculaire ondulatoire en même temps, c'est-à-dire les particules, ils peuvent comporter comme étant des particules avec une masse et en même temps des ondes, des photons lumineuses sans masse. Donc, cette dualité corpusculaire ondulatoire a confirmé expérimentalement par l'effet photoélectrique pour prouver l'aspect corpusculaire, tout d'abord. Donc, pour l'effet photoélectrique, Einstein a exposé deux plaques métalliques à certaines radiations lumineuses dans une cavité vide. Alors, elle a aussi ajouté un circuit électrique dans les extrémités de ces plaques. Alors, après l'exposition de la première plaque à des radiations avec une fréquence seuil, a remarqué le déplacement des électrons de la première plaque vers la deuxième. C'est-à-dire, il y a un circuit fermé qui va passer des électrons et on le mesure par l'ampèremètre. Alors, les photons-là ont une certaine fréquence de seuil où l'énergie h nu est égale à W plus l'énergie
cinétique. W, c'est le travail qui va arracher tout d'abord l'électron de la plaque, du matériel, c'est-à-dire de la première plaque, et plus l'énergie cinétique qui va le déplacer vers la deuxième plaque. Donc, cette expérience démontre que les photons, ils peuvent arracher et déplacer les électrons, c'est-à-dire c'est un aspect corpusculaire. Pour l'effet Compton, donc l'effet Compton, c'est-à-dire exposer une certaine masse matérielle par des photons. Alors on a un photon incident, lambda I, qui va, c'est-à-dire qui va faire un choc photonique. Tout d'abord, le photon va faire un choc photonique de l'électron de la matière exposée qui est au repos, remarquant que l'électron, ça va déplacer dans une direction de l'angle phi, et le photon, il va changer sa direction avec un angle phi, un angle θ. Donc, deux angles différents. L'électron dans un côté et le photon va propager dans une autre direction, mais avec une énergie minimale par rapport au photon incident. C'est-à-dire le photon va toucher l'électron dans un choc photonique, il va attirer l'électron et le pousser dans une direction avec un angle phi, et bien sûr ce photon-là, il va changer sa direction d'une longueur d'onde f, donc lambda f, avec une énergie minimale en incident. C'est-à-dire, on trouve que le photon, il peut déplacer les électrons, donc il joue un comportement corpusculaire. Donc la relation qui exprime l'effet Compton, donc on a delta lambda est égal à la constante de Planck divisé sur la masse au repos fois la vitesse de la lumière, le tout fois 1 moins cosinus θ. Donc ces deux expériences montrent l'aspect corpusculaire. Ainsi, la diffraction et l'interférence pour l'aspect ondulatoire. Alors c'est la même chose, une lumière, une source de lumière ou bien une source des électrons pour la diffraction. Source d'électrons, c'est-à-dire bombardée sur une surface de matériel échantillon qui va, c'est-à-dire cette source lumineuse, ça va diffracter et capter par un capteur spécial pour nous donner la cristallisation de ce échantillon. Donc cette cristallisation, on peut le trouver vers la gauche, donc comme un cliché de diffraction. Voici le cliché de diffraction de la matière étudiée ou bien l'échantillon étudié. Alors ces points-là, en noir, des taches noires, sont l'existence de l'atome dans le réseau. Alors la diffraction, ça donne l'explication mathématique, c'est 2D sinus θ est égal à 1 lambda. C'est-à-dire 2D, D c'est la distance entre deux plans atomiques. Sinus θ, on a l'angle θ, et 2θ, c'est-à-dire de la direction ou bien le plan perpendiculaire de la diffraction, et on a le plan de donc c'est-à-dire la lumière captée. Alors on a 2θ. Ce schéma-là représente la diffraction classique, bien sûr. Alors cet aspect montre donc l'aspect ondulatoire, c'est-à-dire que ces lumières-là comportent comme étant des ondes électromagnétiques. Et pour l'interférence, on fait des fentes, on fait passer la lumière par des fentes. Et cette lumière, ça va capter dans un écran, là où on trouve des taches lumineuses et taches sombres.
Donc on a des tâches par exemple, pour le bleu, une lumière avec une longueur d'onde spécifique, chaque couleur a une longueur d'onde différente. Alors chaque tache lumineuse représente la sommation des ondes constructives. C'est-à-dire موجات بناءة. في هذه الحالة on trouve des taches lumineuses. Et pour les franges, là où on trouve, c'est-à-dire des franges sombres, on a une sommation des deux ondes, ou bien plusieurs ondes destructives, c'est-à-dire هدامة. Donc des ondes destructives donnent une tache sombre et des ondes constructives donnent des taches lumineuses. Alors, cette interférence des franges, ça va expliquer le comportement ondulatoire de la lumière. Donc pour le principe d'incertitude de Heisenberg, en 1927, le physicien allemand Heisenberg a publié un article qui désigne toute intégralité mathématique affirmant qu'il existe une lumière, qui existe une limite fondamentale à la précision, avec laquelle il est impossible de connaître simultanément en même temps, c'est-à-dire deux propriétés physiques d'une même particule. Alors, on obtient soit sa position x, soit sa quantité du mouvement p. Donc cette limite s'applique principalement aux objets microscopiques et devient négligeable pour les objets macroscopiques. Ce postulat appelé le principe d'incertitude de Heisenberg. Donc ce principe d'incertitude de Heisenberg stipule que on peut à l'échelle microscopique trouver par exemple la position d'électrons, bien de particules, mais on ne peut pas avoir en même temps sa quantité de mouvement. Soit on trouve sa position et on perd la quantité de mouvement, soit on trouve ou bien on mesure sa quantité de mouvement. En d'autres termes, on dit sa vitesse, mais on ne peut pas avoir sa position. Donc Heisenberg a postulé cette relation mathématique, donc delta x fois delta p. Donc delta x c'est la position fois la quantité de mouvement supérieure ou égale h bar sur 2. Donc c'est la constante de Planck réduite divisée sur 2. Donc si on trouve delta x tend vers 0, c'est-à-dire on a obtenu la position, automatiquement delta p tend vers l'infini. On ne peut pas avoir sa quantité de mouvement. Et si sa quantité de mouvement delta p tend vers 0, c'est-à-dire on obtient ou bien on mesure sa quantité de mouvement, alors on perd sa position parce que delta x tend vers l'infini. Donc la même chose pour les énergies et le temps. Donc delta E fois delta T supérieur ou égal H bar sur 2. Donc là, si on obtient une marge d'énergie, si on obtient l'énergie ou bien une marge d'énergie de ce particule étudié, là on peut avoir sa durée de vie. Donc delta T est égal taux. Donc le taux c'est la durée de vie. Par exemple, si on a delta E, pardon, j'ai fait une petite erreur, donc delta E, c'est pas delta X. Donc si on a delta E tend vers 0, c'est-à-dire on a une marge ou bien donc une plage d'énergie, on peut dire une plage d'énergie ou bien une marge d'énergie ou bien un intervalle énergétique, là on fait taux est égal et taux supérieur ou égal h bar sur 2 divisé sur delta E. Donc, si on obtient l'énergie, c'est-à-dire l'énergie à l'état fondamental, c'est l'énergie minimale, n'est pas excitée. Alors, si on n'a pas une énergie excitée, c'est-à-dire on n'a pas une marge d'énergie, là, le taux tend automatiquement vers l'infini. C'est-à-dire, tant que l'atome est stable, il possède une énergie minimale, c'est-à-dire elle reste toujours en stabilité. On ne peut pas deviner sa durée de vie parce que déjà, elle est stable.
Et si on excite cet atome, donc le niveau énergétique, ça va s'élargir et donner une marge d'énergie. Là, on peut déduire sa durée de vie parce que l'atome à l'état excité, donc certain temps, elle doit revenir à l'état initial ou bien l'état d'équilibre. Donc là, delta E est égal delta E fois delta T, c'est ton durée de vie, supérieur ou est égal H bar carré sur 2. Et merci pour votre attention.